Après la lecture d'une dizaine d'œuvres d'Emmanuel Bove, celle que j'ai envie de vous conseiller en priorité, c'est ce roman qu'il a publié alors qu'il avait 30 ans en 1928. Et si l'éditorial voit dans cette création un peu d'autobiographie du versant, comme le père de Bove, Alexandre Aftalion a fui l'Europe de l'Est pour essayer de recommencer sa vie en France, pays par excellence des libertés démocratiques. Mais sa bonne volonté et son espoir indéfectible dans une vie meilleure ne l'élèveront jamais au-dessus de la candeur qui le distingue profondément. Mais moi je vois plutôt, en ayant lu également un peu sur la vie d'Emmanuel Bove, que deux personnages, c'est-à-dire les deux personnages principaux, la veuve et le fils, pourraient ressembler aux propres frères d'Emmanuel Bove et à sa mère qui ont passé leur vie à lui réclamer de l'argent. Et lui a donné de l'argent, s'est même épuisé à faire vivre sa famille. Alors que les deux personnages, la mère et le fils, vont dilapider leur héritage pour finalement ensuite quémander. Oui, quémander, parce que ce que veut le fils, c'est devenir riche. C'est un peu un macroniste avant l'heure, on pourrait dire. Oui, il a envie d'être milliardaire, Nicolas. Et à 24 ans, sa vie s'arrêtera car il sera au bout du rouleau. On va tranquillement regarder ce bouquin. Devenir riche était son seul but. Celui-ci le poursuivait à tout moment, au point que souvent il supposait qu'il l'aurait atteint. Et durant des heures, il vivait en imagination comme un milliardaire. Il achetait n'importe quoi sans regarder les prix, jouissait du respect qui l'entourait, se représenter le visage des gens qu'il connaissait en apprenant sa réussite, les voyait tous s'intéresser subitement à lui, lui demander des rendez-vous, dissimuler leur envie. Comme c'est merveilleux d'être milliardaire, on pourrait dire, mais oui, encore maintenant, vous le savez. Et pourtant sa mère un jour va lui dire Nicolas, appela-t-elle d'une voix égale, car sa mère est une vieille femme bien avant l'heure. Si on ne sait pas exactement son âge, on sait qu'elle a eu son enfant jeune et que lui va finir à 24 ans, donc vous voyez, elle a une quarantaine. Tu devrais travailler. Pause. Tu devrais travailler. C'était la première fois qu'elle priait son fils de le faire. Aussi parut-il à Nicolas que cette exhortation dite par sa mère d'une voix si changée venait de plus loin qu'elle. Il eut conscience que quelque chose d'irrémédiable allait se passer, que sa liberté lui serait prise, qu'une vie sans joie de labeur commencerait demain et durerait des années. Et il va travailler. Oui, il va travailler. La situation des Aftalion, c'est-à-dire la mère et le fils, était désespérée. Où qu'ils se tournassent, ils rencontraient la même froideur hostile. Partout ils avaient frappé, partout on les évitait. Et oui, elle avait encore une sœur et un frère qui ont bénéficié, eux également, d'un tiers d'un héritage abondant, mais qui ont géré peut-être en bon père de famille, en petit bourgeois, mais qui n'ont pas tout dilapidé. Parce que bien sûr, quand il y avait beaucoup d'argent, on achetait. Encore quelques citations. Laisse-moi, laisse-moi, cria madame Aftalion en tentant de se dégager. Je te dis de me laisser.
Si tu es comme ça, je te laisse. » À ces mots, elle retrouva subitement son calme, comme si rien ne s'était passé. Elle regarda son fils durant quelques instants, puis, détournant la tête, parlant tristement devant la partie vide de la pièce. « Elle n'est pas belle, cette fin pour moi. Elle n'est d'ailleurs pas si loin qu'on pourrait le croire. Tout est beaucoup plus simple que nous le pensons. Au fond, on meurt très facilement et personne même ne s'en aperçoit. Quand je ne serai plus là, tu sauras mieux t'arranger. Je dois être un poids pour toi. » Tu parles en l'air, je parle en l'air. Alors le fils toujours se dit, il lui suffit cependant, pour le tirer de ce mauvais pas, de lui assurer la vie matérielle. Souvent il calculait ce que les Rousseau ou autres eussent pu faire pour lui sans changer pour cela leurs habitudes. Il lui semblait tellement simple de l'héberger, par exemple, qu'il ne comprenait pas qu'il refusasse à le faire. Comme je serais généreux si j'étais à leur place, se disait-il. En effet, il s'imaginait qu'il aurait, en ce cas, toutes les prévenances et toutes les délicatesses, celles justement qu'il eût désiré qu'on manifestât à son endroit, et qui eussent fait naître en lui une gratitude infinie. Mais on ne le croit pas. On sait que s'il était riche, il voudrait paraître. Et oui, c'est un homme qui voulait paraître, qui voulait que tout lui soit donné, et qui n'a pas fait d'études. Parce que ça l'embêtait, il se croyait tellement important que non, ce n'est pas un intellectuel qui ne veut pas travailler manuellement, c'est quelqu'un qui pense que tout doit lui être donné, et qui est à un niveau d'inculte, on pourrait presque dire. La mère et le fils étaient anéantis. Par la fenêtre entrait une lumière grise. C'était la première journée de grand froid. « Qu'est-ce qu'il faut faire » demanda Nicolas. « Je vais aller le voir, peut-être. »« Ne me parle pas. Je ne veux plus penser à rien. Dis-moi d'abord ce qu'il faut faire. Fais ce que tu veux. Par exemple, tu sais mieux que moi, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. » C'est la mère qui parle, vous l'avez reconnu. Cela ne peut plus durer, mais regarde donc dans quelle situation nous sommes, regarde donc, et tu veux tout le temps parler, et toujours pour ne rien dire. J'ai le droit de parler tout de même. Eh bien, parle. Tu le fais exprès. Laisse-moi, je te dis, que tu es fatigant. Puisqu'il n'y a rien à faire, laisse-moi au moins. Tu pourrais quand même me donner un conseil, cela ne changera rien. Nicolas fit quelques pas sur la pointe des pieds devant sa mère aussi accablée dans le repos qu'à l'état de veille. Il fut pris d'une immense pitié, il s'assit sur son lit et portant une main à son front serra ses tempes le plus qu'il put, ce qui lui donna une sensation de bien-être. Que faire, que faire? Il ne savait plus où demander quelque argent, il se leva. Dans cette chambre, il étouffait. Dehors, c'était l'imprévu, la possibilité d'un événement bouleversant cette vie misérable. Il baissa la lampe progressivement, craignant que l'obscurité subite n'éveillât sa mère, puis il sortit. Il a travaillé pendant 15 jours. Il est allé travailler comme un ouvrier, et finalement, il n'a pas tenu. Il marchait droit devant lui comme un illuminé. « Je suis perdu », répétait-il à la cadence de son pas. Soudain, il revit le visage serein de sa mère. Cette évocation lui donna un choc au cœur, tant cette sérénité lui était douloureuse. Voilà, ce sont les dernières pages. J'ai 24 ans, tous les jeunes gens de 24 ans ont des distractions, je vis comme un chien, je n'ai rien, jamais rien, je n'ai jamais rien eu d'ailleurs. Je suis obligé d'aller courir partout, demander de l'argent, il arrive des histoires idiotes. C'est compréhensible qu'il arrive des histoires quand on n'a même pas de quoi prendre un tramway. Et c'était ces dernières heures.
Il avait 24 ans, on était durant l'entre-guerres, durant cette période où a vécu Emmanuel Bove. Donc il parle de son époque, c'est un roman incrusté en... Donc il parle, c'est un roman de l'époque dans laquelle vivait Emmanuel Bove et aussi des difficultés qu'il y avait à cette époque-là et ceux qui héritaient, qui dilapidaient et ceux qui ne voulaient pas travailler. Peut-être il y avait aussi des marginaux qui ne voulaient pas travailler, qui cherchaient des solutions. Mais le héros, Nicolas, finalement, n'en cherche pas. Il attend que tout lui tombe dessus, comme il a eu une enfance, en fait, de riche. Voilà, c'était un enfant qui a eu une enfance de riche et qui n'a pas pu garder son rang. En tout cas, Emmanuel Bove, qui est mort en 1945, je ne vais pas vous raconter sa vie, qui fut un romancier de la première partie du XXe siècle. Malgré le désir que j'en avais, je ne me suis jamais fait d'illusions sur mon talent d'écrivain, mais porté par le scandale propulsé